14, qui est celui donc de la, on va dire, dernier entretien de notre revue avec vous de l'année, et le troisième de la nouvelle série. Je commence malheureusement par où nous devons commencer, pensant à eux, on ne peut pas, après c'est facile, on est déjà obligé de prononcer des formules pénibles comme à la mémoire de, assez invraisemblables, de Robert Davreux et de Michel Chailloux. Bon, vous avez lu ça dans les journaux, et bon, je ne vais pas en dire plus. La revue Poésie, le moment venu, c'est-à-dire pas dans ce numéro imminent, mais tout de suite après, sera avec eux, comme ils ont été les deux avec cette revue pendant des années. Alors, aujourd'hui, on fait un exercice un peu difficile, un peu bizarre, une auto-présentation, à s'exposer devant vous à 9 ou 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la revue. Quelques-uns du comité, encore un ou deux, sont dans la salle, d'ailleurs pas. C'était pas un exercice obligatoire, ici vient dans un ordre qui est d'abord donc celui des chefs, pas ordre alphabétique, c'est-à-dire c'est Eddy, Claude, Martin, puis ensuite, avec le même principe alphabétique, Olivier, etc., et Tiphaine, je le salue, qui arrive d'outre-Atlantique, qui parlera en dernier. Alors forcément, c'est un peu étrange parce que on est nombreux, il faut parler assez condensément, donc en un sens trop brièvement, et on a décidé aussi pour ne pas, disons, renvoyer à 1h30 d'attente, 1h15, des questions, de faire ça en sandwich. Hein, c'est-à-dire, quelqu'un parle, et immédiatement après, questions, s'il y en a, bien sûr, questions d'ici, ou de la salle, vers questions, et je crois qu'on a jusqu'à 6h, 6h30, quelque chose comme ça. Olivier, voilà. Enfin, bon. Et alors, je ne sais pas, ou pas complètement, et puis beaucoup d'autres ne savent pas ce que les autres vont dire. C'est-à-dire, il n'y a pas de thème. On dit, voilà, chacun dit ce qu'il a à dire, ce qu'il souhaite dire là, dans ce moment, qui peut se rapporter à ce que fait la rue, ou au passé, ou au futur de la rue, ou à autre chose. Par exemple, moi, donc, je fais un topo un peu que je vais condenser au fur et à mesure parce que les choses sont trop, les notes sont trop abondantes, que j'ai intitulé Poésie et politique, ou bien Voix et peuple, ou Poésie et peuple par la voix. Là, vous entrevoyez la préoccupation. Alors, j'ai 6 points, mais bien entendu, je ne vais pas les respecter, puis les mélanger, et puis les abréger surtout. Je dis quelques mots, donc dans un ordre de paragraphes, il faut commencer à surveiller les pendules. Je dis quelque chose de 1, l'autorité, 2, la voix, qu'est-elle, où est-elle, 3, l'opinion, 4, ce que j'appelle le principe Mandela, 5, que faire avec une revue, un site, etc. 6, le principe poétique du XXIe siècle. Voilà pour l'interrogation. Alors, la circonstance pour moi de ces remarques, les élaborant ces jours-ci, c'était la coïncidence surprenante, je ne sais pas si ça passera là-dedans, de 2 lectures et d'un événement. Les 2 lectures, c'était celle de Charles Péguy, L'argent, 2014 sera le 100e anniversaire de sa mort. Celle de Charles Péguy et celle de la traduction des Beiträge de Heidegger, qui vient de paraître,
enfin oui, c'est dit bien la traduction, c'est pas la lecture des Heidegger, c'est la lecture de ce qui s'appelle l'avenant, les apports. C'est un objet très étrange, traduction par François Fédier, en même temps que la mort et la célébration, nous sommes dedans, même en étant ici, pas en Afrique du Sud, de Mandela. Alors, premier point, je repars de l'autorité ainsi définie. Elle est ce qui fait taire, y compris, ou à commencer par, le tumulte de la nature, avec des guillemets autour de la nature, si vous voulez bien, comme nous le racontent les textes de la tradition, tout spécialement pour nous, avec beaucoup de guillemets, les péricopes évangéliques, dans lesquels le maître, le rabbi thaumaturgique, celui qu'on appelle bientôt le Seigneur, étrangement, est celui à qui, guillemets, obéissent même les vents et les flots. Et celui qui apaise les tempêtes, sa parole est « Taisez-vous et écoutez-moi ». S'agit-il de faire taire le peuple, comme se l'imagine volontiers bien des jeunes gens, pas forcément jeunes gens, révoltés ou indignés, j'en parlais tout à l'heure, et bientôt révolutionnaires. Non, je réponds non, ça s'agit de faire taire. Au contraire, il s'agit de lui donner la voix, de le faire parler, et d'abord pour qu'il s'entende, qu'il y ait une voix, de la voix là où il n'y en a pas de bouche du peuple, pas plus que, j'allais dire vox populi, vox dei, oui, ça veut dire que on ne l'entend pas. Comment subjectiver ou laisser se subjectiver le peuple? C'est ce point. Donc, elle est ce qui fait taire et de manière à faire entendre. Alors, qui parle dans ce paragraphe? Je m'approche pour entrer dans la question qui. Je recours à l'intelligibilité grammaticale, en l'occurrence aux personnes, comme on dit, aux pronoms personnels. Qu'en est-il du nous, première personne du pluriel, qui fait fonction de sujet pluriel que nous cherchons à rassembler, à entendre? Alors je veux faire cette remarque que aujourd'hui, si le peuple est l'adressé, le destinataire, celui qu'il s'agit de faire parler, alors je pose la question, comment s'adresse-t-on à lui en tant que destinataire? L'événement perceptible depuis pas mal de lustres, enfin quand même très récent, alors caractéristique de notre temps, si vous voulez, et maintenant tellement obsédant que pour ne pas le reconnaître, ne pas le voir arriver, il faut vraiment y mettre du sien, c'est ce qu'on appelle le vouvoiement. On ne dit plus vouvoiement, je crois. Vouvoiement. Le vouvoiement. Le destinataire, prié ou sollicité, recherché, ou plutôt enjoint, commandé, démagogisé, si je puis dire, ailé, harcelé, sommé, en vous, par le vous. Quelques exemples. Votre argent nous intéresse. Autrement dit, le peuple, c'est vous, je l'entends par le destinataire. Et bien, alors peut-être en écrivant ça, je me dis, au fond, le premier vouvoiement, le premier vous, peut-être c'est celui de Guizot, donc qui commence au XIXe siècle, c'est-à-dire enrichissez-vous. Pour autre exemple, dans tous les panneaux, dans toutes les villes et partout, pour votre sécurité, votre confort, nous vous surveillons, par exemple. C'est votre sécurité. Et je pensais aussi que au plus parlant, et peut-être le plus caricatural, c'est comique, oui, est fourni par ce qu'on appelle la météorologie, qui, nationaliste, et comme on dit ici, bizarrement hexagonale, parle en général ainsi: votre week-end sera ensoleillé, voici les valeurs, comme ils disent aussi, de votre jeudi après-midi, de votre midi. Ça me surprend toujours. Quelqu'un nous dise,
votre week-end, et j'ai envie de lui dire, mais le tien. Donc, si l'on veut, le nous républicain, ce nous, a d'une certaine manière disparu. Le vous et le vous libéral, ou disons ce voussoiement me semble être le déploiement submergent du fait libéral. Et là, quel est ce face-à-face? Est-ce qu'il n'est pas devenu, alors on va dire, là, d'une part la foule, la masse, le grand nombre, évidemment, tous ces termes sont très difficiles à employer au bon moment. Foule, masse, grand nombre, disons grand nombre, des consommateurs, des téléspectateurs, ceux qu'on appelle aussi les ménages, et l'instance économique, le porte-voix de la croissance, le vocatif assourdissant de cet ordre qui est l'ordre de croissance, qui est le moteur économique. Alors, je fais tout jusqu'à parler, mais je crois que c'est un cas. J'avais deux remarques ici, mais je ne les dis même pas au fond. C'est que, d'une certaine manière, à propos, cette convocation, ce vocatif, cette vocation générale universelle, au fond, change la relation dont il s'agit, cette relation voix-peuple, parce que d'une certaine manière, tous les humains, en tant que consommateurs, téléspectateurs, sont égalisés en tant qu'exploiteurs. Là, je vois un changement extraordinaire. D'exploiter qu'ils étaient en langage 19e siècle, dans le 20e siècle, d'une certaine manière, ils deviennent exploiteurs. Nous sommes les profiteurs, appelés à profiter de la richesse, c'est-à-dire, si vous voulez, aussi de la terre comme ressource, etc. Deuxièmement, quant à l'espace de cette relation, il est purement et simplement, il est l'espace non plus public, mais l'espace publicitaire, l'espace de la publicité. Hein. C'était l'espace de cette relation, la voix et la publicité, le médium des médias. Alors, qu'est-ce que c'est que la publicité ici, tout rapidement? C'est simplement le régime d'une langue, d'un discours, devenu insensible à la différence du vrai et du faux. Bon, là, c'est tout. Alors, donc, cette relation, ce médium, échappe à la juridiction, au régime séculaire de la différence. Par exemple, on va prendre l'avion, les couloirs, la banque suisse. Alors, mais c'est bien exemplaire, qui juxtapose deux opinions contradictoires à propos d'un objet quelconque, et dit, de toute façon, il n'y a pas de différence entre cet énoncé, c'est du coup j'aime ça, ou j'aime pas ça, j'aime ça, parce que en tant que, nous vous offrons dans tous les cas le produit, la chose dont il s'agit, des chaussures, des caramels, tout ce que vous voulez. Bon, alors, là, je lis ce paragraphe bizarre. Si pour de puissantes raisons, sous bénéfice d'inventaire, nous cherchons à donner un sens à une poétique, dont la résolution la plus générale s'énoncerait lapidairement et disons apocalyptiquement, en écho et redressement d'une formule fameuse, guillemets, une formule énoncée, donc, le XXIe siècle sera poétique ou ne sera pas. Alors, non pas ou non sera poétique ou non. Non, c'est poétique, sera poétique ou ne sera pas. C'est ça qu'il faudrait. Dans les commentaires, hein, la question devient, c'est quelque chose, à quelles conditions une poétique doit-elle ou peut-elle répondre, ou encore en formulant une tournure philosophique, que faut-il que soit une poétique pour que cette déclaration étrangement assertorique, puisqu'il parle à l'indicatif, hein, ne soit pas un simple flatus vocis. C'est ça. Alors, la voix et le phénomène, je ne dis pas ça, c'est le condensé extrême de ce paragraphe, c'est que la voix du peuple n'est pas l'opinion. Hein, pas l'opinion. Alors, aussi, dans le passage, on va dire que tout ce qui s'occupe de la voix, on va dire empiriquement, scientifiquement, les orthophones, les laryngologistes, les linguistes, qui est absolument utile et indispensable, ne nous dit pas ce qu'est la voix. Ça ne nous dit
pas. Donc, même si il s'agit d'instruire un sage savoir, pour retraduire Sophia ou philosophia, un sage savoir de la vérité de la voix humaine, et qui n'est pas réductible à ce qu'en disent tous ceux qui s'intéressent à la voix. Peut-être qu'il faudrait, si ces choses s'écrivaient, alors marquer une différence entre V avec un V minuscule et V avec un V majuscule. Qu'est-ce que la voix? Qu'est-ce que la voix? Alors, au passage, je mis dans mes notes. Cependant, et ça c'est l'effet aussi de cette lecture auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, on va dire l'erreur heideggerienne, puisqu'on dit l'erreur heideggerienne. On met des guillemets, c'est euphémistique, enfin, l'erreur heideggerienne nous montre, nous apprend que ce n'est pas le couple mythique du peuple, folk, et de son poète disparu, Hölderlin, que vous savez, dans cette construction très étrange, extravagante, ressuscité par un Hölderlin, 1800, on est en 1930, mettons, ressuscité, ou ressuscité par le penseur, ou le philosophe penseur, à la rencontre d'un Führer, dont on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, mais enfin, il se présente comme l'entraîneur, le Führer, cette étrange triangulation ou quadriangulation, ça n'est pas... Ce qui s'est passé là nous montre, si les faits sont nos maîtres, nous montre que, quelle que soit la tentation, c'est pas cette constellation mythique qui peut faire résonner ou ressonner la voix du peuple, puisque ce fut l'espoir, plus que ça, de Heidegger. Bon, alors déjà, il faut que j'aille vers ma fin. Comment est-ce que je vais terminer tout ça? Oui, je mettais ici, et ça c'est un peu pour passer déjà le relais à Claude. Je m'interrogeais sur le témoignage à un certain moment de ces notes. Que faut-il que devienne ou que soit le témoignage si nous continuons à penser que l'âme des poétiques récentes, on va dire au tournant du souffle scellant, aura été de répondre à l'interrogation d'Adorno sur la possibilité de la poésie après Auschwitz? Réponse positive, entre guillemets, c'est un peu gros positif, la réponse positive possible, oui, elle est là. Et si nous pensons maintenant, donc, si vous voulez, je m'interroge sur un déplacement, bon, on ne parle plus de l'âge de l'engagement, qui a été suivi par l'âge du témoignage, et je m'interroge sur le glissement de sens, un glissement de sens du témoignage. Si nous pensons, donc plutôt maintenant qu'il y a quelques années, que la puissance du témoignage est d'empêcher la violence hominicide. S'il est vrai que, autrement dit, c'est pas, si par témoignage on n'entend pas simplement le se retourner sur ce qui s'est passé, incroyable, on peut le dire, je ne dirais pas impensable, incroyable que ça a eu, que ça s'appelle l'extermination des Juifs européens, des Juifs d'Europe, ou bien la Shoah, etc. Mais non pas de se retourner, mais de se demander si maintenant, donc, le témoignage peut empêcher. Pourquoi? Parce que partout, il y a un état de veille qui n'est pas un état, s'il n'est pas simplement une vigilance médiatique d'information, qui est un état cet état de veille qui n'était pas celui de Paul Celan, justement. Alors, pouvons-nous appelons témoignage, cet état d'observation, oui, de vigilance, d'attention extraordinaire à travers toute la Terre, de ce qui est en train de se passer, de ce qui pourrait arriver en fait de massacre. Alors, je pense que, je crois que Claude va enchaîner là-dessus. On va dire cette alerte. Et alors, dans quelle mesure est-ce que la poétique dont nous parlons peut donc assumer c'est un peu gros ce que je veux dire, ce nouvel art du témoignage, ou cette nouvelle phase du témoignage. Bon. Je mis encore cette formule, à la résignation séculaire, qui fut, on peut le dire, je crois, religieuse, a succédé l'indignation. Résignation, indignation, ou ce qu'on appelle encore partout, à tout instant, la colère. C'est très curieux. Ici en colère, donc l'indignation. Alors, soulèvement, printemps, etc.
À l'indignation, je dirais la formule aussi pour décaler un peu, à l'indignation, peut et doit, pourrait succéder quoi? S'il s'agit d'éviter que la retombée fatale de l'indignation se renverse en massacre, en guerre civile, etc. Voilà, mais c'est bien cette consécution aussi, résignation, indignation, et après, quoi. Alors, je dis un mot de Mandela. Pourquoi? Puis je ne serai pas au-delà. Pas parce que c'est en ce moment. Et je mettais quelque chose comme ça. Quel principe de Mandela soutient l'espérance? Je prends ce mot avec beaucoup de précaution. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de la vertu théologale, mais il s'agit, je le citais récemment, il s'agit de ce que Baudelaire dit encore quand il parle à sa mère de son espérance. Donc, quel principe de Mandela peut soutenir l'espérance que sa figure, je ne dis pas même plus son icône, parce que icône, c'est pas ça non plus, l'icône, c'est pas lui, au fond, c'est la transfiguration de son vivant. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une icône? Je trouve ça pas bien comme nom. Alors, derrière ce que je suis en train de chercher du côté du principe Mandela, il s'agit de philosophie. Et je vais le faire simplement par citation. C'est le principe de Lévinas, où je viens dans un instant, par citation, précédée par deux citations puissantes que voici. Et c'est des citations, je me tourne vers Francis Afergan, ce sont des citations d'anthropologues. Salins, guillemets, la notion occidentale de la nature animale et égoïste de l'homme est sans doute la plus grande illusion qu'on ait jamais connue en anthropologie. Et il cite Edmond Leach, d'une formule un peu, cela entend une grosse généralité, mais qui dit ceci: l'altérité est la condition de l'existence de l'être. Ça, c'est le principe de Nietzsche. L'altérité est la condition. Alors, existence de l'être, évidemment, ça demande à être dépioté. Mais l'altérité est la condition de l'existence et la notion de la nature animale et égoïste. Autrement dit, il s'agit de contre toute l'anthropologie, mais contre toute philosophie, on va appeler ça de hobbesienne. Il inclut aussi, par exemple, les grands développements à la René Girard, à la violence et le sacré. Il s'agit de se poser la question que se posait. Pourquoi je pense à ça? Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Mandela? Il est resté 28 ans en prison, donc exactement dans la situation d'apartheid basique, c'est-à-dire l'esclave qui va frapper des cailloux, et en face de lui, celui qui peut le cogner, le tuer. Et sortant de là, et complètement étrangement, vérité réconciliée, complètement étrangement, il dit ça. On va comme recourir à quelques principes d'en deçà ou en amont. Autrement dit, on ne se lance pas dans la vengeance, on ne se lance pas dans... C'est comme si le temps hegelien, la dialectique du maître esclave était d'une certaine manière oublié ou répudié ou contesté comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, je finis cette remarque par ce que j'appelle le principe Mandela, mais qui est en fait une citation de Lévinas, que j'ai trouvé dans un très beau livre que je vous recommande, qui est le dialogue de Miguel Abassour avec Daniel Cohen-Lévinas au sujet de Lévinas, et où j'ai trouvé dans des pages, à propos, si vous voulez, de ce qu'on appelle la sortie du Hegel, mais il faut aussi dire du couple, par exemple, le couple Bourdieu dominant-dominé. D'une certaine manière, c'est un envoyé promu ou un mettre de côté ce rapport, cette butée extraordinaire, cet apartheid. Dit, mais la guerre suppose la paix, la présence préalable et non allergique d'autrui, elle ne marque pas le premier événement de la rencontre. Alors c'est contre Hobbes, mais on peut dire aussi que c'est contre Hegel. Alors, je dirais également à cause des faits, puisque j'ai dit tout à l'heure les faits sont nomades, c'est à cette profondeur-là que s'adosse la pensée-action de Mandela et la victoire
très singulière, on va dire unique. Sa victoire en est la preuve. Point d'interrogation. Alors je m'arrête là, en ayant un tout petit peu. Merci. Pour simplement poursuivre ce qui a été abordé, pour poursuivre au niveau des activités, je dirais concrètes de la revue que Eddy vient d'évoquer. Donc nous avons fait, vous savez peut-être, un certain nombre de numéros spéciaux qui à chaque fois demandaient beaucoup de travail, quelquefois des années de travail, un numéro spécial Japon en particulier, et puis un numéro spécial Corée, il y a un peu plus d'un an. Et bien sûr, deux magnifiques numéros Italie organisés par, plus qu'organisés, créés, on peut dire, par Martin Eddy Calmarad. D'accord. En tout cas, là, cette provenance italienne est pour nous extrêmement précieuse. Dans le prochain numéro de poésie, il y aura des textes du poète italien Designo Rigus, des textes que Martin a traduits, des textes vraiment qui sont passionnants et qui touchent aussi à ces questions de témoignage dont nous parlions tout à l'heure, en un autre sens encore. Donc cette question s'enrichit constamment, me semble-t-il, aussi par les textes que nous publions. Ce sont des éléments aussi pour cette question. Donc, c'est que ces numéros spéciaux, évidemment, à nos yeux, très, très importants. Et nous voudrions, nous programmons, c'est difficile, c'est compliqué, là je fais part de nos incertitudes, de nos projets avec les incertitudes que ça comporte, les risques que ça comporte. Nous voudrions prévoir un numéro consacré à l'Afrique. Alors, c'est extrêmement dangereux. Michel, quand on a commencé à parler de ça, a tout de suite objecté à juste titre que l'Afrique, c'était pas une chose, on ne peut pas dire l'Afrique au singulier, c'est beaucoup de choses. Et il n'est pas question de prétendre dans un numéro spécial accueillir la poésie africaine en général, ce serait dérisoire. Il existe une belle anthologie de poésie africaine subsaharienne par Bernard Manier chez Actes Sud. Elle est très importante, très intéressante, on y trouve des choses évidemment précieuses, mais vous voyez, c'est ce que nous ne faisons pas dans la poésie, au sens simplement où il y a tellement de poètes dans cette anthologie que pour chaque poète, il y a un poème. Or, il nous semble, nous, que lire un poème pour un poète, c'est pas entrer dans une œuvre poétique, vraiment. C'est une indication, peut-être, une piste, mais pas plus. Donc nous ferons autrement, et nous allons travailler avec toute une équipe de spécialistes qui vraiment sont d'ores et déjà extrêmement intéressés par ce projet. Ce que je veux dire simplement, c'est ceci. Nous essayons dès maintenant, et c'est un appel éventuellement à des suggestions, des contributions, nous essayons dès maintenant, avant même de faire un numéro spécial, qui viendra quand il viendra, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, avant de faire un numéro spécial, nous essayons d'établir désormais une sorte de continuité de la présence africaine de numéro en numéro. Ça ne veut pas dire que c'est absolument obligatoire. Si un numéro est 100 poètes africains, ce ne sera pas un problème. Mais nous voudrions tout de même que ce soit le plus fréquent possible, le plus souvent possible. Des poètes africains dont on nous a envoyé déjà des traductions, que nous allons, quelquefois des poètes d'aujourd'hui, quelquefois des poètes d'il y a 20 ans, 30 ans, parce qu'ils n'ont pas été lus tout simplement ici en France. Des poètes francophones, des poètes traduits de l'anglais, des poètes traduits de langues africaines, tout cela, évidemment, est très important pour nous, et on découvre vraiment des choses extraordinaires, des auteurs magnifiques. Je voudrais ajouter un dernier point, après je m'arrêterai, c'est qu'il ne suffit pas, me semble-t-il, de publier, de traduire et publier des poètes africains. Il y a quelque chose de plus à inventer, qui est le lien, la relation. Il me semble que traduire, publier, c'est magnifique. Mais nous ne devons pas nous considérer comme une sorte de... Comment dire, nous ne devons pas considérer la rue Poésie, la rue parisienne qui est Poésie, comme un lieu d'aboutissement où, une fois que les auteurs seraient publiés, la lumière où on les aurait mis, on les aurait exposés, suffirait. Je crois qu'il faut que nous travaillions nous-mêmes notre réception à ces textes. Qu'est-ce qui nous arrive avec ces textes? Qu'est-ce que nous faisons de ces textes? En quoi ça nous change? Tout à l'heure, tu as dit que Wang Jiu avait accédé à la poésie finalement sous le coup d'une lecture de Rilke. Bon. Eh bien, trop souvent, peut-être, nous avons considéré que la poésie, les auteurs en général, en particulier les poètes occidentaux, français en particulier,
depuis plus d'un siècle, c'était en quelque sorte répandu à travers le monde, et par exemple en Asie, étaient devenus des poètes qui suscitaient en quelque sorte la créativité ou une nouvelle forme de créativité dans telle ou telle région du monde. Soit, certes, c'est très beau, c'est magnifique, nous allons en prendre acte. Mais il y a d'ailleurs des textes dans le numéro Corée qui sont tout à fait typiques de ce genre de situation. Mais nous avons à faire autre chose. Nous avons, nous, à changer sous l'effet de ce que nous recevons. Nous ne sommes pas le centre du monde, nous sommes en interaction, et moi je souhaite qu'on essaye de trouver une manière de dire, de parler, de penser, à partir aussi des poèmes que nous traduisons et que nous publions. Voilà. C'est ce que, en ce moment, j'essaye un tout petit peu d'écrire, même dans la revue Poésie. Je souhaite que ça amorce quelque chose et qu'on déploie là une sorte de région d'interaction. Voilà. Je m'arrêterai là et je laisse la parole à Martin en m'excusant d'avoir été trop long. Non, mais il y a peut-être des réactions. Je ne sais pas s'il y a des réactions à ce sujet. Claude, c'est une chose dont on avait déjà parlé. Tu parles de réception. Moi, je me demandais comment vous allez prendre en compte la production. Parce que, comme je t'avais dit, la poésie en Afrique, c'est les griots, c'est une poésie orale, mouvante, qui change tout le temps. Ce n'est pas des textes écrits. Et donc, je t'en avais déjà parlé quand on a commencé à discuter du projet. Prenez le micro dans la main. Oh. Je répète alors. Non, je disais que tu parlais de comment prendre en compte la réception. Pour moi, c'est comment prendre en compte la production. Si on ne veut pas juste voir comment ces textes nous arrivent, mais comment ils sont produits, prendre en compte l'oralité, prendre en compte le côté mouvement d'une production qui est sans écriture au départ. Et là, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose à faire oral sur le site. Non, mais c'est très beau, ça. C'est-à-dire pas seulement quelque chose de figé, parce que on rate quelque chose si on fait ça, et voilà. Eh bien, vas-y, propose-nous des choses. Non, mais c'est exactement ça. Nous sommes en contact actuellement avec des spécialistes, mais il n'y a pas de spécialistes, avec des gens qui travaillent sur la littérature africaine. J'en ai rencontré 5 là, il y a quelques jours qui sont absolument passionnés, mais nous sommes ouverts évidemment à toutes ces... Alors, tu dis la poésie, la création orale, qu'il faut prendre en compte, et formidable, on t'attend, mais il y a... Non, mais c'est vrai, et en même temps, tout de même, nous n'avons pas... Enfin, en tout cas, moi, je pense que d'autres ici que moi, peut-être d'autres dans la salle que moi, n'ont pas su lire un certain nombre d'auteurs africains qui ont été publiés en France, en français. Moi, je n'ai pas su lire, par exemple, c'est une de mes découvertes qui m'enflamme d'une certaine façon, je n'ai pas su lire, par exemple, Sonny Laboutancy, cet auteur francophone qui était à Paris dans les années 70, que moi j'avais pu connaître, ou n'importe qui d'entre nous, de mon âge, et c'est un auteur que maintenant je découvre comme absolument fulgurant. Pourquoi ne enfin, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, mais si je faisais le vote, je crois pas qu'il y en aurait beaucoup. Nous n'avons pas su donner sa place, par exemple, à ce genre de poète. Bien, il faut le faire aujourd'hui. Nous le ferons. Donc il y a tout ça à la fois. Mais ça n'exclut en rien. Je veux dire, lui, il écrivait, vraiment, c'était un écrivain en français. Il était publié aussi. Mais on ne le lisait pas. C'est cette dimension de la voix et de l'oralité quand la voix ne s'écrit pas forcément. Donc là, évidemment, Poésie, c'est une revue qui est écrite et qui est faite pour des lecteurs qui lisent des textes. Mais là, on est dans un espèce de challenge qui est celui de l'oralité que je trouve formidable. On a un site sur lequel on veut mettre, on a déjà mis des enregistrements. Donc on peut mettre des prestations orales sur le site. Oui, bonjour. Je me demande si vous comprenez bien ce qu'on fait là. Et si vous n'avez pas été convié à assister à une réunion de la revue qui mettrait en débat public les questions qui nous agitent. Et si vous avez cette impression, c'est bien parce que c'est ça. En fait, il me semble qu'une des questions fondamentales qu'on se pose tous, avec des réponses différentes, mais avec la même intensité, c'est la question de l'interlocution. C'est-à-dire de ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui que de s'adresser à quelqu'un. Et dans un contexte politique, on a l'impression que, comme souvent, les conditions sociales, les conditions politiques, les conditions économiques, les conditions concrètes de cette adresse, de cette interlocution sont difficiles. Et peut-être que les difficultés de ces conditions concrètes, économiques, sociales de l'interlocution ne sont pas étrangères à la difficulté de la réception de la chose poétique, du poème lui-même.
Et quand Claude distinguait tout à l'heure la question de l'adresse et la question de la destination, en reprenant un lieu de sa réflexion qui est très ancien et qu'il dit souvent tenir de la question de l'interlocuteur chez Mandelstam, il fait référence à ça. Et quand Michel se demande qu'est-ce que ça veut dire inventer une politique aujourd'hui, un poème politique, un rapport poésie politique, il fait référence à ça, c'est-à-dire il fait référence à la question de savoir quel est le type de structuration pronominale dans laquelle un poète ou des gens qui écrivent des vers peuvent prendre la parole, peut-être au nom d'eux, mais déjà cette question du au nom d'eux est très très difficile. Les lecteurs comme Marielle de Pasolini le savent bien. Parler au nom d'eux, c'est ce que Pasolini a voulu faire au début, puis ensuite il a décidé de ne plus le faire parce qu'il estimait que cette délégation d'empreinte léniniste, disons, c'est-à-dire que le poète serait la pointe avancée d'une minorité silencieuse, ne valait pas parce qu'elle les privait de nouveau de la parole. Je pense à la réédition des poèmes du Frioul. Toutes ces questions, elles nous agitent. Elles nous agitent. Et il nous semble en tout cas, je crois qu'on peut dire ça de manière presque solennelle, que le destin du poème se joue là, c'est-à-dire dans l'invention d'un certain type d'interlocution. Et dans la revue, ce qu'on fait, ce qu'on essaie d'orchestrer de manière collective, de manière difficile, de manière théorique, de manière pratique en donnant la voix des poètes étrangers, de manière pratique en donnant la voix des poètes français, etc., c'est d'organiser ces interlocutions en espérant, on ne vous le cache pas, qu'il y ait des lecteurs de la revue. Parce que précisément, pour que l'interlocution soit possible, il faut que ces poèmes soient lus, pas forcément le lendemain de la sortie de la revue, mais évidemment dans l'histoire de ce qu'on fait depuis maintenant 145 numéros, enfin Michel et Claude et Olivier depuis plus longtemps que nous, mais depuis longtemps. Alors, précisément, et sans qu'on se soit concerté tous les trois, tous ensemble, j'avais envie aujourd'hui de vous parler vraiment 5 minutes, c'est pour ça que je vous ai distribué les textes, pas pour vous les lire, mais pour évoquer ce nom devant vous, de Shelley. Je le fais, et je l'ai mis dans les petites notes que je vous ai distribuées, parce que vient d'être réédité un livre tout à fait considérable qui s'appelle Les Écrits de combat de Shelley. Et Shelley, qu'on a considéré, que la postérité a considéré comme un poète de l'élégie, un poète parce que les derniers poèmes italiens sont des poèmes élégiaques, Shelley est avant tout, à ses yeux, aux yeux de ses amis, et je pense surtout au texte de Byron qui le dit de manière magnifique, un poète qui s'est posé la question de l'interlocution, de l'adresse. Et je vais le dire d'une manière qui peut vous sembler comique, mais je voudrais le dire en référence au titre de Claude, d'un livre important de Claude, qui nous a beaucoup marqué dans la revue, et qui continue à le faire, et qui s'appelait « Qui si je criais ?» Et dans ce livre, Claude, c'était la préface du livre, tu disais, voilà, en fait, finalement, les poèmes témoignages, mais tu disais, ça vaut, en fait, pour tout poème qui veut devenir une œuvre, les poèmes témoignages sont des poèmes qui orchestrent, au-delà de l'interlocution immédiate du lecteur avec lequel ils essaient d'entretenir un rapport, ils inventent un lecteur possible. Shelley, et tu dis, voilà, c'est ce que dit Rilke dans les fameux vers initiaux, qui si je criais, etc., entendrait mon cri. Bon, Shelley, il était tellement convaincu de ça qu'il a fait des choses complètement extravagantes, qui peuvent vous apparaître relatives, mais qui, d'une certaine manière, sont dramatiques aussi. C'est-à-dire que, par exemple, Shelley, qui était un chimiste aussi, il faisait de la chimie, il est mort à 30 ans, il s'est noyé dans un naufrage, au large des côtes de Gênes, dans le golfe dit des poètes désormais. Shelley était tellement convaincu que écrire des poèmes, c'était s'adresser à des lecteurs qui n'étaient pas encore définis, dessinés, qu'il a fait 2 choses par lesquelles je voulais attirer votre attention. La première, c'est qu'il a inventé des petites montgolfières, des mini-montgolfières, comme il y a des mini-panettone, si vous voulez, avec des espèces de drones. Et dans la nacelle du panettone montgolfière, il mettait des petits poèmes, et il envoyait avec Harriet, sa première femme, il envoyait dans le ciel de Londres et puis de Plymouth
des poèmes, évidemment, comme il était assez branque, vous imaginez bien, la plupart des montgolfières prenaient feu et les poèmes tombaient en cendres sur le rivage. Enfin, or, cette chose, qui est racontée par les proches de Shelley, elle a donné l'idée à Lauro de Bossis, qui est un poète dont je me suis occupé, qui est un poète antifasciste des années 20, de faire une chose absolument extravagante, qui est de distribuer au-dessus de Rome, servi dans un recueil, de distribuer au-dessus de Rome, dans l'Italie de Mussolini, comme on dit, de faire pleuvoir sur Rome, des tracts anti-mussoliniens, et Lauro de Bossis a été abattu par comment on dit, l'aviation fasciste. Et Lauro de Bossis a laissé une lettre magnifique. Il est parti de Marignane, quand on connaît le destin politique de Marignane aujourd'hui, ça fait réfléchir au siècle. Il est parti de Marignane pour Rome, et il avait laissé une lettre à Marignane où il disait qu'il s'inspirait justement du geste de Shelley. Et Shelley a fait une deuxième chose, et c'est le poème que vous avez là en anglais. Shelley a fait une deuxième chose, c'est qu'il a acheté des centaines de bouteilles, il a recopié ce poème, et il l'a largué au large de Bristol, et pendant plusieurs années, on trouvait encore sur les côtes ce poème de Shelley, même après la mort de Shelley. Et donc je trouve que c'est difficile de mieux dramatiser la question de l'adresse en poésie que celle-ci. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Juste une note en bas de page à ce que tu dis. La bouteille à la mer, c'est du Nil aussi, et c'est Mandelstam dans le Interlocuteur, et c'est Ceylan, reprenant Mandelstam. Donc cette bouteille à la mer, elle glisse de poète en poète. Voilà. Elle échoue de poète en poète. Alors, je lis la traduction de Rab, qui est la traduction qu'a reprise Hélène Fleury dans cette édition, pour vous faire entendre un poème, et puis je dirai deux mots sur la suite. Allez, donc c'est une traduction du 19e siècle, allez, doux récipient d'un élixir suprême, qu'une brise très faste vous transporte au rivage, traversez sans encombre les ondes sauvages, à jamais rudissantes des océans eux-mêmes. Et si la liberté, sur son trône manant, incline son front que nul diadème ne ceint, elle fera souffler, pour hâter votre essaim, les vents les plus propices, tournés vers l'opponent. Elle vous mènera à quelques libres apôtres, dont l'œil s'embrasera à votre cargaison, et sa flamme sacrée sur la terre en prison, luira de ses rayons partout d'un pôle à l'autre, et les cœurs des tyrans se rompront d'impuissance, en voyant dissiper la nuit de l'ignorance. Une traduction de Rab qui est très dans le ton, évidemment, de cette époque de la traduction. Bon, ça c'est la question de l'adresse chez Shelley. Il y a deux autres raisons pour lesquelles je voulais vous parler de Shelley. Une raison que j'ai découverte a posteriori, c'est que le livre principal en français sur Shelley, qui est la biographie absolument extraordinaire de Richard Holmes, a été traduit justement par Robert Dabreux. Je l'ai découvert en travaillant sur ces notes que je voulais vous lire aujourd'hui. Et puis enfin, une dernière chose, alors là, évidemment, comme souvent, on peut dire ça dans la revue, ça n'intéresse que moi, et chacun peut dire ça, et on peut dire, en faisant que ça n'intéresse que moi, on se dit, ça va peut-être intéresser les autres. Shelley est de tous les poètes de cette génération, il était très proche de Keats, évidemment, très proche de Byron, Shelley est le poète qui s'est dit le plus ouvertement rousseauiste. C'est-à-dire qu'un des buts de Shelley, c'était de faire passer, ça va vous paraître invraisemblable, parce qu'il y a guère d'œuvres qui se prêtent le moins au poème que celle-ci, de faire passer le contrat social en poème. Et Shelley est mort alors qu'il avait projeté, on en a quelques fragments, un ouvrage qui s'appelait « Le triomphe de la vie ». Et le triomphe de la vie, c'est une réécriture de l'enfer de Dante, dont le Virgile, c'est Rousseau. C'est-à-dire c'est Rousseau qui transporte, qui amène par la main Shelley dans des situations d'aliénation pour dénoncer. Alors le poème n'a pas vu le jour, je ne sais pas si Shelley l'aura achevé, mais enfin, il est mort là-dessus. Alors, je conclus parce que je voulais vous soumettre un petit jeu pour vous dire une des dernières raisons pour lesquelles il me semble que la lecture de Shelley, je vais regarder avec Stephen, une des raisons pour lesquelles, me semble-t-il, Shelley
doit être mobilisée aujourd'hui. Voilà un texte tout à fait fameux qui est la défense de la poésie, Defense of Poetry. Vous l'avez sur la première page, c'est les 3 premiers paragraphes. Et voilà que Shelley articule d'une manière qui me semble particulièrement puissante la question du rapport du poète à la politique avec la question des facultés poétiques. Et pour Shelley, si le poète a quelque chose à dire de l'actualité, d'un point de vue concret, pratique, précis, c'est parce qu'il a de l'imagination. Et Shelley le dit de manière, me semble-t-il, magnifique, dans un lexique dont vous allez découvrir qu'il est tout à fait celui de Kant, pour des raisons qu'on pourrait expliquer. La corruption sociale aboutit à détruire toute sensibilité au plaisir, et alors il y a vraiment corruption. Elle commence par l'imagination et par l'entendement, qui en est comme le cœur, et se répand de là comme un poison paralysant, à travers les affections dans les appétits eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une masse inerte, où le sens à peine survit. À l'approche d'une semblable période, la poésie s'adresse toujours à ces facultés qui sont les dernières à être détruites, et sa voix se fait entendre, comme les pas d'Astrée quittant le monde. La poésie continue à communiquer tout le plaisir que les hommes sont capables de recevoir. Elle est comme la lumière de la vie, la source de tout le beau, de tout le généreux, ou le vrai qui peut encore trouver place dans un temps corrompu. 3e paragraphe. Ce qui nous manque, c'est la faculté créatrice pour imaginer ce que nous connaissons. Ce qui nous manque, c'est la poésie de la vie. Et j'avais dit qu'on ferait un petit jeu, mais on va le faire maintenant. J'aimerais que vous découvriez, je ne l'ai pas mis, j'ai pas mis le nom de l'auteur du texte suivant. Et celui qui s'appelle Ineptie des politiques. Et Ineptie des politiques, qui est toujours sur la page 1, et 2 en bas de la page 1, voilà, je vous le lis, et j'espère que vous découvrirez le rapport qu'il entretient avec le texte précédent, et je vous dirai, vous me direz peut-être de qui il est. L'activité scientifique est faite pour la plus grande partie d'efforts fantastiques, et nul ne peut être un grand savant s'il se démontre incapable de construire des hypothèses. Dans l'activité politique aussi, l'imagination a un rôle immense, mais dans l'activité politique, les hypothèses ne sont pas construites à partir de faits inertes, d'une matière sourde à la vie. En politique, l'imagination concerne les hommes, leurs douleurs, leurs affects, les nécessités qu'ils rencontrent dans leur vie d'homme. Si un savant se trompe dans des hypothèses de fond, c'est un moindre mal. Une certaine quantité de richesse de choses est perdue, une solution à précipiter, un ballon éclaté. Si un homme politique se trompe dans ses hypothèses, c'est la vie des hommes qui est en danger. C'est la faim, c'est la révolte, c'est la révolution pour ne pas mourir de faim. Dans la vie politique, l'activité de l'imagination doit être illuminée par une force morale, la sympathie humaine. Or, elle se trouve éclipsée par le dilettantisme, comme cela arrive parmi les savants. Dans ce cas, le dilettantisme, c'est l'absence de profondeur spirituelle, l'absence de sentiment, l'absence de sympathie humaine. Pour pouvoir subvenir de manière adéquate aux besoins des hommes dans une ville, dans une région, dans une nation, il faut ressentir ces besoins. Il faut pouvoir utiliser son imagination pour se représenter de manière concrète la vie de ces hommes, leur travail quotidien, leurs souffrances, leurs douleurs, la tristesse des vies qu'ils sont contraints de mener. Si on est privé de cette force de dramatisation de la vie, on se trouve incapable d'entrevoir les mesures générales et les mesures particulières qui permettraient d'harmoniser les nécessités de la vie avec les disponibilités de l'État. On risque une action dans la vie, il faut savoir prévoir la réaction qu'elle va déclencher, les contre-coups qu'elle ne manquera de déclencher. Un homme politique est grand dans la mesure de ses forces de prévision, etc., etc. Je lis juste le début de la suite. En Italie, les partis de gouvernement ne peuvent disposer de tels hommes, il n'y en a pas un qui soit grand, pas un qui soit même médiocre. Un des caractères de l'Italie, et sans doute l'un des plus nuisibles à l'efficacité de la vie publique de notre pays, est l'absence de toute imagination dramatique. C'est Gramsci. C'est Gramsci. C'est Gramsci, c'est un texte de 17. C'est un texte qui a été traduit dans Pourquoi jouer l'indifférence. C'est un texte de 17. Et il me semble qu'organiser le dialogue de Shelley et Gramsci, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans la revue. Voilà. Et juste, je dis un mot, je vous ai juste distribué après, page 3,
un très grand texte, très classique de Gramsci, de Shelley, pardonnez-moi, qui s'appelle « À la mascarade de l'anarchie », qui est un des poèmes politiques les plus connus de Shelley, hein, et qui a été cité dans de très nombreuses situations politiques concrètes, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Voilà. Comme la revue donne des textes, voilà, c'est des textes que je... Bon, bah écoutez, on va faire court, parce qu'on a déjà beaucoup de temps. Je suis un petit peu embarrassé, parce que, comme à son usage, Michel m'a téléphoné en disant « Bon, Olivier, bon, voilà, 3 minutes, vous me faites un topo, d'accord, au revoir. » D'accord. Alors vous parlez, alors je dis quel topo, quoi, qu'est-ce? Vous parlez vous la revue et vous. Voilà. Alors je me suis dit, bon après, qu'est-ce que je peux faire? Là, 5 minutes, 4 minutes. J'ai dit, Michel, combien vous me payez? Il m'a dit 0 francs, 0 centimes, comme d'habitude. Donc j'ai dit, bon ben voilà, on va chercher dans les soutes. Et puis je vais retrouver un texte qui date de quelques années, mais qui fait un peu qui dit pourquoi en fait j'aime cette revue, pourquoi j'y ai travaillé, pourquoi je travaille encore un peu, en soulignant peut-être ce qu'on a un petit peu oublié, et je pense ici par exemple au très beau numéro qui a été celui des 30 ans de la revue, qui ne concernait pas seulement le poème, la poésie, qui ne concernait pas seulement l'activité de la pensée, mais qui concernait aussi, on va dire, le champ des arts en général. J'y tiens beaucoup. Voilà, je pense que c'est une revue qui est aussi ouverte au champ artistique en général. Dans ce numéro des 30 ans, qui pour moi est vraiment une merveille, il était question aussi bien d'architecture, de chorégraphie, de cinéma, etc., etc. Donc c'est aussi des lieux que la revue aborde, ce pourquoi il y a... ce pourquoi d'ailleurs elle m'a attiré, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait conjonction dans cette revue, que ce n'était pas simplement une revue de poésie au sens on va dire étroit du terme, parce qu'il y a aussi donc cette prise en compte, pour reprendre un titre de Michel, que vous connaissez, la poésie n'est pas seule, elle travaille avec les arts, et bon, c'est très important. Deuxième point, oui, bien entendu, ce que disait Martin, j'y suis particulièrement sensible, et ça me pose beaucoup de questions en ce moment, notamment la question de l'adresse. Et précisément, j'avoue que je suis un peu en ce moment, j'allais dire, questionné, et voire un poil fatigué de cette notion d'adresse, et surtout de son absence d'efficience. Autrement dit, les initiés parlent aux initiés. Je suis un peu fatigué de voir des spectacles ou d'entendre des points de vue où, dans le fond, quand ça échange, les initiés parlent aux initiés. Bon, je veux dire, à un moment donné, il faut... Alors, bien entendu, on ne va pas lancer des montgolfières, on ne va pas non plus accrocher des poèmes à des drones. Bon, bien sûr, c'est ridicule, mais je crois qu'il y a quelque chose vraiment à questionner sur, d'abord, qui s'adresse à qui, et surtout, quelle est l'efficience de cette parole, comment outrepasser, autrement dit, les initiés parlent aux initiés, pour revenir à cette formule, qui me semble sans doute un des points fondamentaux d'aujourd'hui. Voilà, comment effectivement toucher ceux qui, on va dire, dans la sphère culturelle, sont naturellement, comme on dirait en entomologie, je ne sais pas quoi, sont naturellement touchés, voire déjà convaincus d'avance. C'est à mon avis, c'est ça la vraie question, enfin, une des vraies questions que nous devons nous poser. Alors voilà, donc je retrouve ce texte que j'ai écrit il y a assez longtemps. Alors c'était un texte écrit, alors vous m'excuserez, je vais le lire parce que je décidé de ne pas l'improviser aujourd'hui, pour faire court justement. C'est un texte qu'on m'avait demandé, enfin, pour un débat, alors genre les questions qu'on vous pose à la con, du genre, alors c'était où va la poésie après telle catastrophe? Il y avait une catastrophe dont je vous parlerai, voilà, donc les carnets de questions. Alors bon, je passe le premier paragraphe. Après ce préambule obligé, donc voilà, qui était bien, posons la question, où va la poésie? Sans jouer sur le mot, nous pouvons dire justement qu'elle va. Où, on ne le sait guère. L'a-t-on jamais su, sauf en ces périodes d'affirmation volontariste, tel Victor Hugo en son temps prenant soin de répondre indifféremment à chaque jeune auteur qui lui dressait des vers
Vous êtes sur la bonne voie, celle du progrès, sauf encore en d'autres périodes, quand il a fallu, avec des effets pas toujours très heureux, voire régressifs, que la poésie entre en résistance ou en connivence politique. Nous avons connu en leur temps les odes à la maladie du roi, les odes à Pétain, les odes à Staline, les odes à la liberté, aujourd'hui les odes à Mandela. N'insistons pas. Il est vrai en outre que la poésie ne connaît pas le même statut public selon les continents, les pays, le même lectorat surtout, une poignée ici, une brassée là. Comment dès lors indiquer où elle va, si tant est qu'on parle bien de la même? La poésie va, il serait plus pertinent de poser que les poésies vont, autrement dit, elles s'écrivent dans leurs différences, qui, se réunissant, ne l'unissent pas, la poésie. A priori, rien ne lui est étranger, ni le silence, ni le bavardage, ni la lenteur, ni la vitesse, ni l'ascétisme du peu, ni l'hédonisme du plein, ni la plume, ni le net, ni la sérénité bovine des campagnes, ni la violence des zones urbaines, ni la partie, ni le tout, ni l'élan messianique, ni la comptabilité neutre, etc., etc. Elle fait querelle à l'intérieur d'elle-même, elle cherche parfois querelle à l'extérieur d'elle-même, d'où on l'entend nettement moins. Il est évident pour moi, en tout cas, que la poésie est un mode d'être. Je lui ai trouvé un jour un verbe, son verbe, que j'ai improvisé, tout attaché, le penser pressentir. Où va-t-on quand on pense pressent simultanément? Au cœur même de cette tension paradoxale qui fait écrire en poème, chercher à maîtriser l'immaîtrisable, réussir à couler l'intuition mentale dans le mouvement pensé de la scansion. Le penser pressentir du poème tente de fixer cette conjonction, la plupart du temps violente, d'une expérience vive et l'incertaine certitude que son sens, souvent obscur, en rencontrant l'élan de la vie, la pulsion de la mort, la présence oppressante de l'histoire passée, présente, future, créera à chaque fois une vision neuve, inouïe, inédite, des lieux que nous habitons, des liens qui nous attachent, nous détachent. Le penser pressentir du poème dévisage ce qui nous menace intimement, extimement. On entend alors qu'il ne s'agit point de direction, où va la poésie, mais d'orientation. Prise entre le pressentiment de la tristesse initiale toujours recommencée, catastrophe de la séparation, de la guerre, et la fulguration d'un événement aussi bouleversant qu'éphémère, pris entre l'aspiration à la dégradation et la tentation du sublime, le penser pressentir du poème n'indique pas la direction, mais oriente, nous oriente. Bien que cette réaction soit vitale et salvatrice, il serait vain de s'irriter qu'on convoque de moins en moins à la poésie. L'a-t-on jamais vraiment appelé, sinon à la rescousse, et pour des causes plus ou moins louables. Nous le savons, le monde occidental se technicisant, se spécialise de jour en jour, l'orientation de la poésie est trop désorientante. Si la complexité demande à être explicitée, l'impléxité, je prendrai ici dans le sens d'une complexité intériorisée, qui est le réel propre de l'homme, lequel ne s'accorde pas toujours, loin s'en faut, au spectacle de la réalité qui nous est donnée à vivre, à consommer. L'impléxité donc recèle trop d'inconscience, de strates paradoxales, de regards simultanément micro et macroscopiques pour se résoudre à l'explication directive. Quelle que soit sa tension entre silence et flux, la poésie est obsession, l'obsession du signe, la question demeure, faut-il encore donner confiance au signe pour nous orienter? Bien entendu, je retrouve là un texte, une phrase fort connue de Michel, écrite il y a très longtemps, nous n'étions pas nés, quand Michel écrivait à propos du taedium du poème, cette attention que vous n'apprenez pas et que le poète éprouve. Il est donc pour moi évident, ce pourquoi donc je participe à la revue, que le penser pressentir du poème est aussi décryptage des signes de la réalité pour atteindre au réel vers où le poème nous oriente. Voilà. Alors,
J'avais prévu éventuellement de vous, comme nous parlons un peu de nos passions, autour de quoi nous rôdons en ce moment dans la revue, de vous parler un peu de ce sur quoi je travaille, mais bon, je retourne alors. Mais là aussi c'est écrit, ça ne vous embête pas? Ça fait 2 pages. Ouais. Charles me soutient. C'est mon meilleur soutien. Alors voilà sur quoi je travaille. C'est aussi quelque chose qu'on m'a demandé sur quoi je travaille en ce moment. Bon, je dis voilà. Paf. Les pères ont mangé des raisins verts et les fils en ont eu les dents agacées. De quoi s'agit-il? Je suis parti de ce très ancien dicton, à la fois simple et intrigant, pour aborder en poème la question de la responsabilité individuelle, laquelle, aujourd'hui, revient hanter souvent avec violence le paysage politique et moral. En fait, ce dicton, je l'ai redécouvert dans la 2e réponse de Saint-Augustin à Julien, ça nous changera la Heidegger, et c'est à partir de là que la question s'est à nouveau posée dans toute son ampleur passée et présente. Autrement dit, en simplifiant, les fils sont-ils responsables de la faute des pères? Ou plutôt, faut-il faire reposer sur les fils la culpabilité des pères? Ou encore, faut-il aborder les fils à travers la faute des pères? Question qui va recouper toutes les affaires de témoignage. Il semble que l'obsession contemporaine de l'assignation à l'identité fait brutalement ressurgir cet état de fait, que ce soit sur le terrain de la relation quotidienne, où on interroge toujours sur la filiation, d'où viens-tu, souvent à des fins de rejet, ou bien sur celui de la gestion politique qui, incriminant la faute des pères, la projette sur les fils afin de mieux les exclure. Autrement dit, il nous est demandé de considérer l'autre non en fonction de ce qu'il est en soi, pour et par lui-même, mais en relation avec une supposée origine qu'il est censé perpétuer avec les torts qu'elle porterait. Traçant la genèse de ce dicton, on la voit apparaître dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, dans le texte de Jérémie, mais justement pour le contredire. Je cite, « En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacés », mais chacun mourra à cause de sa faute. Tout homme qui mangera le raisin vert, ses dents à lui seront agacées. Or, renversement extraordinaire, le Deutéronome déjà, qui précède de loin Jérémie, propose cette transmutation de la loi qui consiste à châtier les fils pour la faute des pères. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, châtiant la faute des pères sur les fils. Ça, c'est précepte que l'on retrouve auparavant dans les livres Exode et Nombre. Transmutation essentielle donc à l'intérieur d'un même livre, le Deutéronome, et qui témoigne de la naissance même de la notion de responsabilité individuelle. Je cite, « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères. C'est à cause de son péché que chacun mourra. » Enseignement repris à partir des prophètes dont Jérémie et Ézéchiel. Il ne s'agit pas, on s'en doute, d'avancer ici, pour moi, une exégèse, mais de partir de textes fondamentaux pour aborder notre réalité contemporaine marquée, me paraît-il, par un retour violent à l'assignation identitaire qui fait peser sur les fils la faute supposée des pères, ne serait-ce qu'en les considérant non pour ce qu'ils sont et font, mais comme appartenant nécessairement par le sang, donc la question politique du droit du sol comme du droit du sang, à l'identité des pères, déniant ainsi tout regard autonome que l'on peut porter vers eux, puisqu'ils seraient implicitement responsables de la faute supposée des pères. Ce qui importe ici, par ce recours chronologique à certains livres de l'Ancien Testament, c'est une vision, une lecture d'apprentissage possible de la responsabilité individuelle comme éthique singulière, qu'elle concerne les relations d'être à être, ou, luttant contre ce que Nietzsche nommait l'instinct grégaire, d'ethnie à ethnie,
lorsque soudainement, au plus fort d'un conflit, la responsabilité individuelle est broyée par le discours de l'assignation identitaire qui autorise les pires exactions. Et, par la suite, l'interdiction de considérer le nouvel autre pour lui-même, puisqu'il aura été le descendant chargé des fautes du père, la question politique de la réconciliation. Je termine. Il me paraît que seul le poème, par sa faculté de cristallisation, de rapprochement, de collage temporel, est apte à mettre en scène cette question transhistorique, puisque l'ambition de ce projet que je porte là requiert d'osciller entre source théorique et incarnation dans le réel, afin que se rencontrent l'histoire et l'actualité dite mineure, le fait divers. Car comment, par exemple, ne pas interroger aujourd'hui la parole des générations post-colonisées qui revendiquent d'être considérées comme telles? Les fils ont les dents agacées par les raisins verts que leurs pères ont dû manger, alors même qu'ils sont hantés par la parole institutionnelle de l'intégration. Or, il ne saurait y avoir d'intégration sans la pensée de responsabilité individuelle, c'est-à-dire que soit rompu le lien du châtiment, la question de l'hommage, du pardon par de la repentance officielle. Autrement dit, comme les fils des victimes ne sauraient être victimes elles-mêmes, les fils des bourreaux ne sont pas nécessairement bourreaux eux-mêmes. Cette évidence est loin d'être entendue, et c'est par le dépassement de cette douloureuse relation historique que se joue la possibilité d'un vivre ensemble, dans la mesure du possible, apaisé. Merci. Au fond, notre dénominateur commun, malgré les différences de nos idiomes, de nos intérêts, c'est aujourd'hui, il me semble, la question de l'époque, la question du présent, la façon de l'interroger. Et je repartirai de ce qui m'a frappé en exergue du texte Poétique et philosophie de Michel, qui était paru dans le numéro 144 de Poésie. Michel citait des exemples éloquents de l'indifférence ou de la haine de la poésie. Je vous laisse vous y reporter. Exemple qui nous laisse penser que depuis un certain temps, le désert croît. Et je partirai d'un paradoxe apparent. Il me semble que l'ère de brutalisation que nous vivons actuellement, brutalisation des mœurs et de la langue qui est la nôtre, et là je fais écho avec des choses qui ont déjà été dites. Il me semble que cette ère de brutalisation est plus que jamais l'affaire de la poésie. Et de poésie, la revue et le site. Les éléments de langage et politique, les insultes bananières récemment adressées à une ministre, le règne du tout numérique substitué à la parole parlante. Oui, il me semble que tout cela concerne au premier chef le devenir de la langue et de la pensée, et concerne donc au premier chef notre pouvoir de les analyser, d'en discuter, de l'exposer poétiquement, philologiquement, dans la revue et aussi sur le site. Et c'est pour ça que je me demande que se passe-t-il aujourd'hui dans la langue et dans les mœurs qui vaut comme symptôme des temps présents. Comment cet abandon d'eux et dans la langue requiert-il une tâche assurément renouvelée pour la poésie et pour la poétique? L'insulte qui pave aujourd'hui l'enfer de la langue publique, sans doute, c'est en tout cas mon hypothèse, peut-on la penser comme l'autre de la métaphore, comme la négation de toute poésie passée, présente et à venir. La littéralité haineuse de l'injure à laquelle nous assistons aujourd'hui de façon renouvelée, elle renferme l'autre dans son bios supposé, fantasmé, dans l'enfer sans comme du tuer cela. J'émets une première proposition, et si les temps qui viennent, c'est ceux de la lettre, non pas certes la lettre d'Antoine Berman, dans ses magnifiques essais de traductologie, mais la littéralité reconduite dans ce qu'elle a de plus brut, que ce soit celle des nouveaux positivismes ou de tout ce qu'il s'agisse du nouveau monisme du vivant ou de la nouvelle lettre identitaire dont il était question, vient refouler
la puissance disruptive du com, les puissances de l'ici en deux. Et il me semble, je crois, qu'une revue telle que Poésie ne cesse d'œuvrer à défaire, sans relâche, les sortilèges de la littéralité. Aussi est-elle revue de poésie et de philosophie mêlée. L'indivision, c'est à mon sens ce qui défait la lettre. Seconde proposition en forme, elle aussi, de paradoxe. L'ère de brutalisation des mœurs, de la langue, qui est la nôtre aujourd'hui, prenez le train à Saint-Lazare à 7 h du matin, vous verrez, est aussi l'affaire de la poésie en général, et de Poésie, la revue et le site. Qu'arrive-t-il aujourd'hui dans la langue et par conséquent dans la pensée? Comment évaluer, comment situer tout cela? Et c'est bien de situation qu'il a été question jusque-là. L'abandon de la langue va de pair avec l'abandon de la poésie qui est son corollaire. La langue, c'est-à-dire la langue maternelle, qui peut être aussi la langue paternelle, ou l'autre langue, ou la langue, ou la rose de personne, a toujours obstinément rapport avec la poésie. Je cite ici Hannah Arendt, qui sera ici brièvement mon fil rouge. J'écris en anglais, dit-elle, mais je garde toujours une certaine distance. Il y a une différence incroyable entre la langue maternelle et toute autre langue. Pour moi, cet écart se résume de façon très simple. Je connais par cœur en allemand un certain nombre de poèmes allemands. Ils sont présents d'une certaine manière au plus profond de ma mémoire, derrière ma tête, in the back of my mind, et il est bien sûr impossible de jamais pouvoir reproduire cela. En allemand, je me permets des choses que je ne me serais jamais permises en anglais. La poésie, dit Michel, souvent, il l'a dit récemment en tout cas, ça consiste aussi à se permettre des choses avec la langue. Et ce quelque chose que se permet la poésie n'est surtout pas un n'importe quoi. On pourrait y voir, c'est en tout cas mon hypothèse, une remontée aux sources imaginales de la langue, vers ce point où, pour user d'un vocable freudien, représentation de choses et représentation de mots s'entremêlent et s'indivisent. L'oubli et le refoulement, c'est ce qui pèse sur la langue de l'exilé. Dit Hannah Arendt dans l'entretien « Seule demeure la langue maternelle » que je citais plus haut. Et c'est là, à mon sens, une proposition bien plus forte que celle de l'absence de pensée appliquée à Eichmann au nom de l'épineuse et problématique banalité du mal. À l'inverse, la poésie, l'opération du traduire aussi, tout cela désocculte. Et c'est proprement ce qui fait lever les fantômes, comme l'écrivait Mary McCarthy dans la si belle préface qu'elle écrivit à La vie de l'esprit, de Arendt toujours, et où elle explique comment, éditant le texte à la mort de son ami, il lui a fallu, pour ainsi dire, entrer dans la langue de l'autre. Je la cite brièvement. Les yeux fermés, je parle à un fantôme tout à fait actif. Elle me hante, suspend la course de mon crayon, me force à gommer et regommer. Et plus loin, je connais suffisamment sa langue, maintenant, pour entrevoir la structure de la phrase originale, se découpant comme une montagne à l'horizon, derrière l'anglais. Et cela a rendu bien des passages ardus traduisibles. Je les fais passer en allemand, où ils deviennent clairs, puis en anglais. Fin de la citation. Une revue comme Poésie ne cesse d'émettre des propositions de langue et de pensée. Poésie et pensée mêlées dans une amoureuse et conflictuelle copule. Nécessité toujours renouvelée de la philologie et du traduire, en tant qu'il intéresse la poésie et la pensée, et leur nouage, toujours à réeffectuer, surtout en notre ère de brutalisation des mœurs, de la langue et de la politique. Le sommaire du numéro 144, je n'ai pas le temps de le lire, mais il en fait foi, allez le regarder, mais j'aurais pu les citer tous. Traduire, peut-être est-ce là encore remonter à la source imaginale dont je parlais. Revenir à la langue en tant qu'elle est imagination de la chose, et qu'elle fait lever les fantômes, là où la non-poésie et la non-pensée, au mieux, les refoule. Peut-être ce serait à montrer longuement, sommes-nous en train de sortir de ce qu'Antoine Berman, naguère, nommait l'âge de la traduction. Mais la poésie, elle, veille sur de très actifs vestiges,
Elle a en charge les fantômes du traduire, et les fantômes, on le sait, sont exigeants. Voilà, j'avais dit que je serais brève et j'ai essayé de l'être. Merci. Je suis touriste américain ici. Je me suis donné la tâche pour quelques années de rechercher les jeunes poètes américains nés, mettons, en 1960, et les trouver et les entendre. Nous sommes vraiment dans le problème de témoignage, parce qu'ils ont quelque chose. Ils sont cachés, ils sont inconnus, la plupart. Il y a peut-être une vingtaine, trentaine de mille de tels poètes. Parmi eux, des poètes vraiment forts, je pense. Et c'est toujours la question de pas trouver instamment tel ou tel poète. J'ai toujours lu la poésie américaine avec un degré de passion, mais on ne lit jamais tout. On ne lit ici et là, et c'est aléatoire. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai passé peut-être 2 ans en me faisant entendre les voix ou l'esprit, je dirais, des Américains. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. De tous les États, ici et là, il y a beaucoup de poètes. Il y a quand même un esprit un peu déprimé. Comment décrire ça? C'était quelque chose comme ceci. La poésie comme telle n'est pas grand-chose. Nous faisons assez bien, mais il y a quelque chose qui nous manque. Et on est très très perdu dans la question, qu'est-ce qui nous manque? Bon, il y a peut-être une question de la poésie est trop plate, le manque d'envergure, de force. Tout ça, c'est pas à moi de dire ça, c'est chez eux. C'est un lieu commun. C'est pas tout à fait nouveau, c'est une idée reçue, mais c'est tenace. Ça, c'est tout. Bon, il faut aborder la question. Qu'est-ce que tout ça me dit? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? L'année dernière, j'ai fait un geste un peu timide, ou un peu fou, de noter qu'il y a une sorte de distinction catégorique dans toute la littérature anglaise entre les poètes majeurs d'une part et les poètes mineurs d'autre part. C'est aussi ici, je pense. C'est pas un jugement de valeur, pas du tout. C'était au 17e, 18e, 19e siècle, c'était une question de genre, plutôt. Il y avait des poètes, des poèmes majeurs, à savoir épiques ou tragiques, et il y avait des poèmes mineurs, à savoir lyriques. Bon, qu'est-ce qui se passe? Arrive, je suppose, avec Shelley ou quelqu'un comme ça, le moment où le lyrique prend la place première. Et est-ce qu'il y a quelque chose comme une poésie majeure dans le lyrique? Et ça a été, à mon avis, toujours une question très vivante parmi les lecteurs et les poètes. Bon. Mais je ne suis pas... Bon, comment penser ça? Et qu'est-ce que ça a à faire avec la modernité, le moderne, par exemple? Le moderne, c'est en quelque sens la chose de la poésie contemporaine, mais contemporanéité et modernité n'est pas la même chose. Et bon, les choses se mêlent dans une façon, pour moi, problématique. Hein? Bon,
on avait besoin d'un peu d'encouragement et je l'ai trouvé chez Benjamin, pourquoi pas, dans ses écrits sur Baudelaire, encore pourquoi pas. Et la chose qui m'intéresse ici, c'est qu'il s'adresse à cette question dans une façon absolument formidable et, à mon avis, pas tout à fait bien étudiée. Hein? Il ne parle pas de majeur et mineur comme tel, mais il nous donne à penser, et c'est vrai, que la poésie majeure, épique, tragique, a été toujours quelque chose au sujet de l'héros. Bon, il y a quelque chose qui s'appelle l'héros. Il y a quelque chose qui s'appelle l'héroïque. Et pour Benjamin, tout ce qu'il a à dire au sujet de Baudelaire, c'est au sujet de l'héroïque. Il le dit dans le troisième morceau de la littérature pendant le deuxième Empire. J'oublie le titre. Le titre, c'est quoi? Oui, le titre de la longue morceau de trois. Bon, j'ai un trou dans ma mémoire pour le titre de cette longue morceau, le premier morceau qu'il a, la première chose qu'il a écrit. Bon, il y a un article quand même qui s'appelle Le Moderne, ou la modernité, où il dit, ma mémoire est tellement perdue que je cite Baudelaire lui-même, il dit « Baudelaire a modelé son image de l'artiste à partir d'une image du héros. Et le début, on se fait le défenseur de l'autre. » Intéressant, je me dis. Et en plus, je note qu'il a dit « Le héros est le vrai sujet de la modernité. Cela signifie que pour vivre la modernité, il faut une nature héroïque. Telle a été aussi l'opinion de Balzac, etc. Bon, je ne poursuis pas la citation ici, mais je prends au sérieux cette idée de l'héros, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, un héros? Hein? Un héros, c'est toujours un guerrier, et c'est noté instamment par Baudelaire, par Benjamin, il dit, il y a le modèle du guerrier, surtout c'est l'estrimeur. Bon. Mais il y a d'autres modèles, à savoir, qui sont tous ces modèles? Le dandy, le flâneur, chiffonnier, il faut oublier les lesbiennes, l'Apache, tous ces gens qui sont, enfin, prolétariats. Et la chose qui se passe ici, c'est que Baudelaire se met à entendre de près la pensée et l'héroïsme, pour ainsi dire, de tous ces gens. Et il se fait comme poète, pour ainsi dire, dans le modèle de ces gens. Et il nous donne une poésie héroïque construite de tout ce qu'il a entendu de héroïque chez les gens les moins héroïques du monde. Uniquement. Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a fait? Benjamin dit qu'il nous a donné à la fois la lyrique suprême, l'héroïque, c'est incontestable, et le moderne. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se trouve aux États-Unis? Ça, c'est ma question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment... Bon, c'est plus compliqué que j'ai noté. Vraiment, c'est Benjamin, très compliqué. Hein? Où se trouve ça? Est-ce qu'on peut trouver des gestes comme ça? Des chercheurs parmi les poètes qui cherchent quelque chose qui s'appellerait vraiment héroïque. C'est un mot étrange de ma tête, mais c'est là. Et il n'y a pas beaucoup. C'est étrange. Il y a des gens qui
se met dans la vie politique instamment, mais il y a quelque chose qui manque là. C'est un sens de la difficulté de la chose. C'est la négativité. C'est une sorte de pessimisme historique, surtout chez Baudelaire, qui manque ici. Hein. Ça c'est bon. Il y en a qui cherchent à poursuivre quelque chose comme une conscience historique vraiment profonde. Et c'est à ce moment vraiment difficile à faire. Vraiment difficile. Je suis étonné par la difficulté de ça. Il faut trouver des modèles américains, enfin. Il y a un modèle. Il y a un modèle qui n'est pas lu. Et c'est un modèle extraordinaire. On va entendre beaucoup au sujet de ça. Et c'est Melville. Parce que Melville était un grand poète, le plus grand poète, et le plus grand poète en recherche de l'héroïsme comme modèle politique. Ça se trouve dans le livre qui s'appelle Battle Pieces. C'est un texte allégorique, toujours au sujet de l'héroïsme des vrais héros, et il cherche à trouver dans ce modèle, et voilà, peut-être ça va arriver chez les jeunes qui me passionnent, mais ils ont besoin de lire un peu de ça. Et je note aussi, Martin, c'est fantastique, le Mascarade d'anarchie, c'est un texte cité 2 ou 3 fois par Benjamin lui-même, comme une allégorie dédiée en quelque sens à ce problème. Mais il fait des distinctions. 7 minutes 7 minutes. Au fond, c'est ce que Baudelaire Charles dit à sa maman. C'est pas mon beau-père qui est le héros, c'est moi, c'est ça que tu veux dire. C'est pas le général. Il ne dit pas. Non, non. Ça c'est très intéressant. Tu as touché Ouais. sur le vrai Oui. coup de génie de. Oui. Où se trouve Benjamin? Il a dit que Baudelaire ne se présente pas comme héros. Il fait une chose complètement différente. Il crée un rôle qui s'appelle poète, mais ce n'est pas Baudelaire. Baudelaire se cache. Baudelaire se présente incognito. Bon, ça c'est difficile. Mais l'impersonnalité de la chose, ça se trouve aussi toujours chez Melville. Parce que, qui a écrit Moby Dick? C'est une question. Non. Pas du tout. Mais pas Melville non plus. C'est pas Melville qui l'a écrit. Qui l'a écrit? C'est Ishmael. Tout ce que Melville a fait, c'est de créer un auteur qui s'appelle Ishmael, et il a laissé écrire le roman par lui. Et ça se trouve dans tous les romans et dans toute la poésie de Melville. C'est une chose déroutante, mais c'est comme ça qu'il s'est fait. Et c'est comme ça qu'il s'est fait chez Baudelaire, nous dit Benjamin. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah, voilà. Ah, là. 2, 3 phrases et je suis fini avec ça. Où c'est tout ça? Oui, parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas que c'est Ishmael qui a écrit Moby Dick. Il faut prendre ça, oui. Oui. Sous les masques qu'il utilisait, le poète chez Baudelaire préservait son incognito. Il était, dans son œuvre, aussi prudent qu'il pouvait paraître provoquant dans les relations personnelles. L'incognito était la loi de sa pensée. Baudelaire conspire avec le langage lui-même, il en calcule les effets pas à pas. Il a toujours évité de se découvrir devant le lecteur et, en effet, il a créé un poète qui n'est pas Baudelaire. C'est une transaction, pour le moins, très difficile à comprendre. Mais c'est à ça que
que Benjamin s'attache. Il est très très intéressé à ça. Et peut-être il se donne la tâche de faire exactement comme ça en entendant la littérature française. Je me laisse... Merci Richard. Bon, mais Tiffaine, on vous écoute. Ah si, si, on prend le temps, tous ceux qui doivent partent, mais je suis un peu désolé de ce planteur, mais on est bien. Non, mais moi j'aimerais bien aussi que si des personnes veulent intervenir, elles aient le temps de le faire. C'est vous pour Moi je ne vais pas parler longtemps, je voulais juste dire qu'un des termes qui m'avait frappé dans la proposition que vous avez faite, Michel, de parler de la revue, c'était le terme de combat, et qui est revenu à plusieurs reprises, en particulier avec cette publication des écrits de combat de Shelley. Et j'aurais aimé parler de deux choses, hein, mais après je les écarterai pour parler d'une troisième. La première, c'est que je me suis interrogée sur les raisons pour lesquelles il y a certaines personnes qui accompagnent un travail d'écriture ou de pensée d'une sorte de travail collectif, qui en ont besoin, pourquoi certains le font, pourquoi d'autres ne le font pas, sans que je voie une supériorité à une attitude ou une autre, hein, du tout, mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin de ce travail du collectif. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à la pensée, et aussi, je dirais, qu'est-ce que ça signifie par rapport à la restitution de quelque chose, parce que ce qui me frappe dans le travail collectif de la revue, c'est que c'est une forme de restitution qui ne repose pas sur la transmission exactement. C'est-à-dire que c'est pas la même transmission que celle que on pratique dans l'écriture des livres ou même dans l'enseignement, ou quelque chose comme ça qui s'inscrit dans le temps, dans une forme de durée et dans une forme de verticalité ou possibilité de croyance en une généalogie, que inversement une revue c'est quelque chose de strictement contemporain, de quelque chose où on est fier aussi d'être contemporain des autres avec qui on travaille, en fait, surtout ça je crois qui compte, et du coup c'est une façon de peser, hein, je dirais, bon, parfois en étant lourd, mais pas seulement, une forme de peser, c'est-à-dire rendre, qui est aussi une forme d'évaluation. J'aurais voulu parler de ça, de la pesée. J'étais très frappée par la lecture du livre de quelqu'un qui fait partie du comité, qui est Peter Sandby, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle À coup de poing. C'est un livre sur le point, sur la ponctuation, et qui dit quelque chose qui finalement me paraît correspondre aussi assez bien à ce que peut être le travail d'une revue. C'est-à-dire qui parle de l'inscription, de l'empreinte sur la page d'une forme de souffrance de l'expérience. Et il travaille sur la ponctuation, sur le point, mais aussi sur le tiret, et ce qu'a fait le tiret aussi à la littérature, à l'écriture, à la pensée. Donc je vous renvoie à ce livre que j'ai trouvé vraiment très fort, à ces marques en quelque sorte inaudibles de la langue, comment les lire, comment les entendre aussi. Et je voudrais juste, donc pas insister là-dessus, mais dire que moi je suis très attachée à ce projet qu'a évoqué Claude de l'Afrique, de faire entendre aussi quelque chose qui pour le moment est inaudible parce que n'a pas été précisément déplacé. C'est-à-dire que ce que je trouve, c'est inscrire ces textes, dont certains, moi je les ai lus, mais je les ai mal lus, précisément parce que je les ai lus uniquement dans leur espace, dans l'espace que notre culture postcoloniale leur assigne, et que les faire lire à côté de Guy, à côté de Rilke ou de Baudelaire, je pense que c'est ça qui est important, c'est ça l'effort de déplacement qu'il a pour le coup, est vraiment horizontal, et permis par l'espace de contiguïté qui est une revue de poésie. Donc je trouve que c'est très difficile en fait de faire ça bien. On va avoir beaucoup de mal, mais ça me paraît très important et je vais aider Claude dans ce projet. Voilà, Afrique au pluriel. Il me semble que quand on dit toujours une revue, hein, on cite souvent le texte de Ceylan, traduire c'est d'abord
donner, le fameux texte de Ceylan qui dit traduire, c'est passer de la main à la main. Et si on a déjà fait ça, on a fait déjà beaucoup. C'est la formule de Ceylan. Et il me semble que quand tu parles de déplacement, c'est une opération en plus. Et que c'est précisément ce qu'on fait dans la traduction, aussi dans la coexistence des textes théoriques et des textes pratiques, etc. Dans le texte de Michel nous disait aussi qu'il fallait être attentif à nos propres ronrons, et en particulier le ronron de la traduction. Alors je me suis dit que là on allait essayer de ne pas parler de traduction, mais du coup aussi. Je trouve que le déplacement, c'est une notion qui correspond bien à ce qu'on essaie de faire. Bon, alors est-ce qu'il y a quelques questions sur lesquelles on puisse s'attarder? Sans effrayer Olivier, on a encore combien de temps? Ça va? De rester amicalement attaché à nos propos. Des questions? C'est juste pour rebondir sur ce que disait Martin, que le mot latin est formidable, parce que translatio, c'est le déplacement et la traduction. C'est le même mot. Et je trouve que voilà. Questions, interventions? On va reparler de la traduction qui fait bientôt. Non, car j'y ai fait allusion. Il y a un livre qui prétend faire événement maintenant. C'est-à-dire qui est à l'écart de tout ce qu'on entend par traduction jusqu'à maintenant. Et j'ai même à un moment imaginé demander à quelques-uns de faire séminaire là-dessus. C'est les Beiträge. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui dit qu'il faut que la langue française, et non pas seulement du tout lexicalement. Le problème n'est pas de traduire ergonome par fondamentation, mais il y a un problème pour qu'elle accueille, ça s'appelle l'avenance, qu'elle accueille l'événement, considère à l'arrivée de la pensée, et au fond peut-être même l'arrivée de la pensée pour la première fois en langue française. Et je trouve qu'on devrait faire très attention à ça. C'est pas du tout pour renvoyer, mais c'est pourquoi est-ce que d'une certaine manière, l'irrecevabilité, l'inaudibilité de cet effort extraordinaire mérite attention. Je pense que ça va nous amener à bouger des questions sur la traduction. C'est pour ça que je pense qu'on va reparler. Bon, il y a bien d'autres questions ici. Je suppose. Comment? Bon, alors, je voudrais dire quelque chose. Vas-y, Claude. Ah, qui? Je veux dire quelque chose, oui. Claude, Claude va finir. Non, je ne veux pas conclure parce que c'est vraiment quelque chose de très singulier, particulier. Moi, je reviens, Tiffany parlait de ce déplacement. En effet, le cadre de la revue, parce qu'il est pluriel, parce qu'il fait coexister dans un même espace paradoxal, au fond, par des sens artificiels, mais justement ce geste est important, des textes, moi je voudrais qu'on cherche ensemble, non seulement à traduire, mais encore à effectuer une manière de, c'est pas réception au sens habituel du terme, les effets de ce qui arrive, les effets dans plusieurs régions. Une fois, Gisèle, lisant le numéro Corée, a parlé de sa lecture, a parlé, pas écrit, de ma connaissance, de sa lecture d'une des grandes poètes dans ce numéro, Kim Il-sung. Et je me souviens que tu as dit, ça m'a suscité, je ne sais pas, toutes sortes de réflexions, d'émotions peut-être. Tu as dit, cette poète nous fait entrer dans des régions psychiques où nous n'avons pas l'habitude d'aller. Et je me dis, et ça, c'est aussi en tant que coréenne. C'est en tant que cette femme, avec son histoire de femme en Corée, avec son rapport au pouvoir en Corée, on retrouve les questions politiques, on parle y compris des questions de témoignage, cette femme-là, si nous la lisons vraiment comme tu le faisais, et tout le monde ne le fait pas, ils s'en foutent beaucoup, eh bien, nous en tirions des effets qui nous changeaient, qui nous faisaient aller là où nous n'avions pas été jusqu'ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire? La poésie aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi, c'est de pouvoir écrire avec des poètes. Je ne sais pas, il faut inventer quelque chose. Bon, ben, nous allons inventer. Alors, merci et à l'année prochaine.